Tout d'abord, ça vous montre l'état de non-normalisation entre l'Égypte et Israël. « 8h39 et 30 secondes sur Studio Kalita, l'heure de recevoir notre ami et confrère Shraga Bloom. Shraga, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Alors, ce matin, nous allons parler avec vous d'antisémitisme, mais pas d'antisémitisme en Europe traditionnel, mais d'un antisémitisme en Égypte. Expliquez-nous. Alors voilà, les faits remontent à une dizaine de jours. Le micro, s'il vous plaît. Voilà les faits. Bonjour, les faits remontent à une dizaine de jours. Un selfie qui aurait dû être anodin, ou en tout cas entraîner de la sympathie, entre un artiste israélien, Omer Adam, et un artiste égyptien qui est nommé Mohamed Ramadan. Un selfie qui a été effectivement tout de suite diffusé sur les réseaux sociaux, même par le porte-parole de Tzahal, en langue arabe, pour montrer qu'on peut, que les barrières dans le domaine des arts sont tombées. Et malheureusement, tollé général en Égypte, dans la société civile, dans le monde artistique, dans le monde journalistique, menace de procès fait à Mohamed Ramadan, menace de boycott, de plus publier sa photo, de plus faire diffuser ses chansons sur les radios. Et donc, quand on voit la différence avec ce qui se passe en ce moment entre Israël et les Émirats, avec cette paix chaleureuse qui s'annonce, cette persistance d'un antisémitisme dans la société civile égyptienne laisse quand même perdre plus de 40 ans après les accords de paix. Alors, on a choisi d'en parler aujourd'hui avec celui qui fut ambassadeur en Égypte, qui a travaillé aussi dans l'ambassade avant de devenir ambassadeur, c'est Tzvi Mazel, fin connaisseur de la société égyptienne, qui va nous expliquer peut-être ce qui se passe dans la société, pourquoi cette persistance de l'antisémitisme. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Ah, bonjour. Boker Tov, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais en préambule, persistance d'un antisémitisme assez vivace dans la société égyptienne 40 ans après les accords de paix, alors qu'on voit justement en contraste ce qui se passe entre Israël et les Émirats, où vraiment il y a une chaleur qui se propage et qui se développe. Et là, un selfie entre deux artistes suffit pour de nouveau allumer la flamme de l'antisémitisme. Alors comment expliquez-vous cette persistance dans la société égyptienne? Tout d'abord, ça vous montre l'état de non-normalisation entre l'Égypte et Israël. Et maintenant, en ce qui concerne les artistes, il y a une longue tradition, n'est-ce pas, de boycott sur Israël. Il faut rappeler, tout ça revient en 1981. En 1981, après la mort et l'assassinat plutôt de Sadat, et tous les syndicats des élites égyptiens, avocats, ingénieurs, médecins, artistes, se sont mis d'accord pour boycotter Israël. Et ces boycotts existent jusqu'à maintenant. Ils interdisent à leurs membres d'aller en Israël, d'avoir des contacts d'Israël ou avec des Israéliens. Ça n'a pas changé. Ils représentent l'élite égyptienne qui sont composées qui ont deux composantes. Tout d'abord, les nationalistes de Gamal Abdel Nasser, de l'école de Abdel Nasser, qui détestent Israël, qui voudraient encore détruire, et puis l'establishment musulman, avec les frères musulmans et eux-mêmes Al-Azhar aussi. Donc, il y a un problème de fond. C'est pas quelque chose de facile, de superficiel, absolument pas. Écoutez, le peuple égyptien n'a rien pratiquement contre Israël, mais il est incité sans arrêt. Le gouvernement ne vient pas à son aide. Il laisse ses élites anciennes, ses syndicats et autres organisations, et la presse aussi, bien sûr, la presse égyptienne, blatérer contre Israël sans arrêt. C'est extrêmement grave. C'est pas bon, et ça complète pas la paix, parce qu'il y a une paix entre nous, une paix qui existe depuis 40 ans, c'est une vraie paix, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais en même temps, c'est pas une vraie paix, parce qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux peuples. Voilà. Donc il y a un problème fondamental en Égypte, dans la société égyptienne, et même Sisi, qui collabore, oui, allez-y. Excusez-moi, il n'y a pas aussi un problème d'exemplarité, parce qu'il faut rappeler que depuis la signature des accords de paix, à part Hosni Boumarak qui est venu à l'enterrement de Yitzhak Rabin, aucun président égyptien n'a jamais mis les pieds en Israël en visite officielle. Donc au niveau de l'image que ça reflète sur la société civile égyptienne, c'est très important aussi. Il n'y a pas de doute, vous avez raison. Écoutez, moi j'étais 2 fois en Égypte. D'abord au début, en 1980, j'étais dans les premières équipes qui ont ouvert l'ambassade, j'étais conseiller. On a tourné dans les pays, tout le monde, le peuple était avec nous, il n'y avait pas de problème. Je suis revenu 15 ans après comme ambassadeur, et aussi le peuple était avec nous. Mais les élites nous détestent, parce que les élites
ce sont des anciennes élites qui ne changent pas en Égypte. C'est ça le problème. L'Égypte est une société qui ne bouge pas, qui est pratiquement gelée. C'est extrêmement grave. Regardez le pauvre Mohamed Ramadan, qui est vraiment un grand chanteur. Tout ce qu'il a fait, il s'est photographié avec un Israélien. Regardez quel tollé. Bien sûr, parce qu'il faut absolument que ces élites continuent à dominer. Et et ça c'est peut-être très grave. Sisi ne veut pas se bagarrer avec ce genre d'élite. Il croit qu'il n'a pas la force politique pour le faire parce qu'il manque là-bas les droits de l'homme, l'armée qui domine et tout ça. Ils ne veulent pas se bagarrer avec ce genre d'élite. Il a besoin de leur soutien. C'est ça le problème. Oui. Donc c'est un problème de fond très difficile. Bien sûr. Est-ce que ça remonte pas aussi à l'histoire? Parce qu'on se rappelle que le mouvement des frères musulmans est né en Égypte, qu'avec Al-Banna et après Saïd Qutb, et aussi l'Égypte a été proche parfois de l'idéologie nazie, enfin certains milieux, a accueilli des anciens nazis, donc c'est quelque chose qui reste fortement enraciné dans la société égyptienne. Et aujourd'hui, on sait que beaucoup de syndicats et de mouvements professionnels sont noyautés par les frères musulmans encore. Oui, c'est vrai. Il y a une partie de ces syndicats, on les appelle syndicats, mais en fait, ce sont des corporations fascistes, comme de chez Mussolini en Italie avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils détestent Israël et ils sont capables de dicter les conditions de travail des gens qui leur appartiennent. D'ailleurs, il y a eu un cas, tout ça va à l'encontre de la constitution égyptienne, il faut le savoir. La constitution égyptienne permet à chaque citoyen d'aller n'importe où, y compris Israël, de travailler en Israël, d'avoir des rapports avec Israël, il n'y a pas de problème. Mais les syndicats sont beaucoup plus forts que la Constitution. Il y a eu un cas très très important, parce que c'est pas de votre génération peut-être, c'est les dramaturges. Et Ali Salem, en 1983 ou 84, est allé en Israël, après avoir signé la paix, bien entendu, et il a fait le tour d'Israël avec sa petite voiture. De retour, il a écrit un livre pro-israélien. Il a été chassé de cette réunion des artistes. Il est allé, il a fait un procès contre l'Union, il a gagné. Mais il n'a pas pu avoir de travail en Égypte, il est allé travailler dans les pays de Golfe. Voilà la triste histoire de la normalisation entre Égypte et Israël. Voilà. J'ai lu que quand même que sous Abdel Fattah al-Sisi, les livres scolaires commencent un tout petit peu à changer. Est-ce qu'il y aura... Non. J'ai lu ce genre de ça, absolument pas. C'est faux. Non, du temps de Sadat et du temps de Moubarak, il y a eu certains changements, mais le fond est toujours mauvais, absolument pas. Non, c'est pas vrai. J'ai lu certains rapports des gens, absolument pas, non, pas du tout. Seulement, ce qui a été changé, ils ont sorti, c'est-à-dire, Sisi a donné ordre de changer certains livres scolaires et sortir certains récits extrémistes. Et comme les djihad et tout ça, des livres scolaires. Alors, ça a été fait en partie. El Azhar ne voulait pas le faire, il n'a pas encore changé ses bouquins. Donc, tout ça, ça se trouve dans un processus qui n'est pas du tout terminé. Il y a un problème de fond, je répète ça pour la deuxième, troisième fois dans cette conversation, parce que l'Égypte, pour l'instant, ne change pas. C'est grave pour nous. Parce que, écoutez, actuellement, quelle est la coopération entre nous et l'Égypte? C'est dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement, qui est très important, et puis dans le domaine de gaz. Mais rendre gaz ou acheter gaz de l'Égypte, c'est pas une normalisation, parce qu'il y a un accord entre deux grandes compagnies et le peuple n'y est pas touché, vous voyez? Donc, écoutez, la situation n'est pas bonne. De ce point de vue, absolument pas bonne. Et s'ils n'osent pas encore de changer ça, bien que ça soit un homme relativement modéré. Comme disait Amos Gilad, qui était directeur du département politico-militaire au ministère de la Défense, un arbre qui ne repose que sur une seule racine peut s'écrouler. Donc, si les intérêts entre Israël et l'Égypte sont uniquement basés sur des intérêts stratégiques, comme avec la Turquie, c'était le cas aussi, ça risque de s'écrouler un jour. Donc, c'est jamais bon. Bon, écoutez, c'est vrai en théorie, mais il faut se rappeler en même temps que 40 ans de paix, on ne peut pas les changer en quelques minutes. Il y a des racines. Les racines ne sont pas assez solides, c'est vrai, mais je ne vois pas l'Égypte attaquer Israël. Quoi? Non, bien sûr. Quoi? Sur quelle raison?
Le peuple ne sera pas d'accord. Voilà. Pourquoi mourir? Alors, voilà. Pour finir, une question de Daniel Haïk. Alors, Tzvi, est-ce que finalement l'État d'Israël n'a pas une part de responsabilité dans cette situation? Est-ce que finalement, puisque l'État d'Israël est l'allié, on va dire, de l'Égypte dans la lutte contre Al-Qaïda en particulier, ou Daesh, dans le Sinaï, eh bien, Israël ne pourrait pas renégocier d'une certaine manière une seconde, de second accord de paix sur le plan culturel, commercial, pour justement mettre fin à cette situation de tension Non, Daniel, non, absolument pas. Écoutez, il faut lire l'accord de paix qui a été signé en 1979. Il faut le voir. C'est un accord formidable. Il y a tous les sujets de normalisation sont là. N'est-ce pas, les finances, l'agriculture, l'aviation, les transports maritimes, les transports terrestres, tout y est. Il faut rien négocier. Seulement, ils ont tout régné. Tout. Moi, j'ai participé et à ce moment-là, dans les début années 80, dans toutes ces négociations, n'est-ce pas, sur ce domaine-là. C'est un accord qui est formidable. Il faut le lire, réaliser il faut rien changer. Seulement, ils veulent pas, ces gens-là, ils ont peur d'Israël. Bien entendu, maintenant, il y a quand même quelque chose de nouveau. Quand ces pauvres gars islamistes ou nasseristes voient ce que nous faisons avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn et peut-être demain avec le Soudan, ça les embête beaucoup parce qu'ils voient les bénéfices qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont perdu pendant 40 ans. Ils se sentent minables là-dessus, complètement minables. Il faut le dire en haute voix, vous voyez. Alors maintenant, l'histoire de Mohamed Ramadan, c'est une blague. C'est un petit avocat qui a dit, moi, je les poursuis en justice. Mais l'Égypte, sous la table, toute l'Égypte est en train de rire, bien entendu. Et en même temps, l'Égypte est embêtée. Donc, il est très possible, je dis ça quelque chose comme ça, vous savez, dans l'air, que ces genres d'incidents va peut-être changer quelque chose en Égypte, vous voyez. Bien que, comme je dis, les anciennes élites sont encore tout puissants. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir apporté vos éclaircissements d'expérience et de clairvoyance. Et à une prochaine fois peut-être. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et à bientôt. Shavuot Tov. Au revoir et bonne journée. Shavuot Tov. Bonne journée, Shavuot Tov.